Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler une nouvelle fois de PowerShell. Je vais enchaîner un petit peu sur la partie PowerShell. Donc là on va voir ce que c'est l'instruction switch. Donc c'est vraiment une instruction très intéressante lorsque l'on va vouloir comparer une valeur avec plein d'autres valeurs et agir en conséquence, on va dire. Donc ça représente vraiment une alternative très intéressante à un enchaînement de structures conditionnelles de type if, else if et else, puisque ça c'est assez lourd d'un point de vue rédactionnel, d'un point de vue structurel, d'avoir ça. Donc je vais vous expliquer un petit peu l'intérêt du switch et comment ça fonctionne, comment ça s'écrit au travers d'une démonstration. Donc avant cela, avant de passer à la démo, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc comme point de départ, dans mon VS Code, j'ai mis à l'écran la structure de base d'un if, else if, else. Donc on voit qu'on aurait ici if, donc une première condition. Donc si elle est vraie, eh bien on va exécuter un bloc de code. Sinon, si, donc le else if, on va exécuter une autre condition, etc., 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 jusqu'à arriver au else. Qui est vraiment en fait exécuté si tous les tests avant n'ont pas réussi. Donc ça c'est la méthode un petit peu traditionnelle si on ignore le fait que le switch existe. Et en fait le switch, lui, ce qu'il va nous apporter, c'est une écriture beaucoup plus claire, je trouve, et on va être beaucoup plus efficace. Donc on va regarder maintenant la structure du switch. Si on part de ce modèle là avec la structure conditionnelle et que l'on le traduit en switch, ce que ça donnerait ça. On aurait switch, la valeur à tester, donc une valeur que l'on envoie en entrée, et ensuite la condition 1 en fait serait remplacée par une valeur 1, puisqu'ici on aurait une première valeur, une deuxième valeur, une troisième valeur, etc. Et dans le cas où la valeur qui est ici correspond à la valeur qui est ici, eh bien on exécute ce qui est dans le bloc qui suit. Si ce n'est pas cette valeur-là qui correspond à celle-ci, mais que c'est la valeur qui est ici, eh bien ce sera ce qui est dans ce bloc qui sera exécuté. Donc on voit que là visuellement déjà c'est beaucoup plus clair, beaucoup moins lourd qu'un enchaînement de if, else if et else. Donc on va voir maintenant au travers d'exemples comment fonctionne le switch. Premier exemple, on va demander ici, on va stocker dans la variable non logiciel un nom de logiciel. Quel logiciel souhaitez-vous lancer? Donc on va récupérer la saisie de l'utilisateur via un readhost. Et on va utiliser donc la saisie de l'utilisateur pour la comparer avec le switch. Donc ici, la valeur qui sera saisie sera testée à chaque fois sur chaque ligne. Est-ce que j'ai saisi Notepad? Si j'ai saisi Notepad, je vais démarrer Notepad, etc. Et on voit qu'à la fin, on a toujours une partie default, c'est-à-dire que si tous les tests comparatifs qui ont lieu avant ont échoué, eh bien on va faire une action par défaut. En l'occurrence, ici, c'est simplement un retour dans la console. On va exécuter ces lignes-là. Donc ici, quel logiciel souhaitez-vous lancer? Je vais mettre Notepad. Et j'ai bien le Notepad qui s'est lancé sur ma machine parce qu'il l'a trouvé dans la liste et donc il a lancé le bloc de code correspondant. Si je le refais mais que je mets n'importe quoi, je mets test par exemple, voilà, il me dit désolé, je n'ai pas trouvé ce logiciel. Donc c'est bien la partie default qui est exécutée. Donc voilà la structure classique d'un switch. Il faut savoir que là, il faut une correspondance exacte entre la valeur à tester qui est ici et la valeur ici de chaque ligne switch. Donc si ce n'est qu'on ne tient pas compte de la casse, donc si ici j'écris Notepad en majuscule et là c'est Notepad en minuscule, ça fonctionnera. Mais voilà, si j'écris Notepad sans le D à la fin, ou que j'écris IPS au lieu de PowerShell, il ne fera pas la correspondance avec les valeurs qui sont ici. Donc ça c'est à savoir. Ce que l'on peut faire après, donc là je vais passer sur mon exemple numéro 2, c'est donc quel logiciel souhaitez-vous lancer? Avoir une valeur non logiciel 1, une variable non logiciel 1 et non logiciel 2. Ce qui veut dire qu'ici en entrée on peut passer deux valeurs et non une seule. Et sans pour autant complexifier la structure, puisque dans un if, on aurait dû faire un ou dans la condition, ça aurait été beaucoup plus lourd, alors que là, il suffit juste d'ajouter le nom de la variable. Et si on lance ça, et bien du coup, il va me demander deux noms de logiciels. Donc je vais mettre deux fois n'importe quoi, je vais mettre test et test2,
Et là, il me dit bien 2 fois qu'il n'a pas trouvé ce logiciel. Si j'aurais mis Notepad et Calc, il m'aurait lancé Notepad et Calc. Donc on voit bien qu'il fait le test tour à tour pour chacune des valeurs que l'on met en entrée, des valeurs que l'on veut comparer. Donc ici, ce sont des variables. On pourrait bien sûr mettre des valeurs en dur, hein, que ce soit des chiffres ou des valeurs chaînes de caractères string. L'alternative que l'on peut avoir, eh bien, c'est ici, donc toujours un peu dans le même esprit au niveau de l'exemple, c'est d'avoir plusieurs valeurs possibles pour un même test. En fait, ici, donc, je vais toujours avoir ma proposition de saisie d'un nom logiciel dans la console, sauf qu'on voit qu'au niveau de PowerShell ISE, j'accepte 2 valeurs différentes, soit ISE, soit PowerShell ISE. Donc, si j'exécute ce petit bout de code là, que je mets ISE, il me lance bien ISE sur la machine. Si je relance et que je mets cette fois-ci PowerShell underscore ISE, il me lance également. Donc ça, c'est une manière de gérer plusieurs valeurs possibles, mais pour un même résultat, pour un même bloc de code à exécuter, ce qui évite de générer plusieurs lignes pour faire la même chose. Donc là encore, on optimise les lignes de code et on est vraiment dans l'efficacité, je trouve, avec le switch. Donc on va voir maintenant qu'on peut aller un petit peu plus loin dans la syntaxe du switch. On va pouvoir ajouter des paramètres. En fait, tout à l'heure, on avait simplement ceci, le switch, entre parenthèses, le nom de la valeur à tester. On va pouvoir ici utiliser plusieurs paramètres. On a le paramètre wildcard, par exemple, qui va nous permettre de dire que l'on va avoir des caractères génériques, des caractères que l'on va pouvoir remplacer dans les chaînes à tester. Du coup, on va pouvoir utiliser l'astérisque et le point d'interrogation. Ici, j'ai Notepad, sauf qu'au lieu du O, j'ai un point d'interrogation. Ce qui veut dire que le point d'interrogation pourrait être remplacé par n'importe quel caractère, mais un seul caractère. Et dans le même esprit, ici, je n'ai pas mis Notepad, mais j'ai mis Note étoile. Ce qui veut dire que à la place de l'étoile, on peut avoir n'importe quel caractère et autant de caractères que l'on veut. Donc, ce qui voudrait dire que si au lieu de saisir Notepad, je mets simplement Note, eh bien, il va exécuter notepad.exe. D'ailleurs, ici, ce que j'ai fait, eh bien, c'est définir en dur la valeur Notepad pour gagner un peu de temps. Et donc, on va voir en faisant ça qu'il m'a lancé 2 fois le Notepad. Alors pourquoi 2 fois le Notepad? Parce que, eh bien, ça c'est vrai, hein, Notepad ça correspond bien à ce modèle-là, donc je lance Notepad. Et Notepad ça correspond aussi à ce modèle-là, donc je réexécute ce qu'il y a dans ce bloc-là, en l'occurrence, on ouvre un deuxième Notepad. Et là on a quelque chose d'intéressant, puisque quand on fait un if, else if, f, eh bien on ne teste pas toutes les conditions. Alors que là, on va tester toutes les conditions, c'est-à-dire que si ça c'est vrai, on exécute ça, mais si là c'est vrai aussi, on voit qu'on exécute également ce qu'il y a là. Donc on n'est pas dans un mode de fonctionnement où dès qu'on a trouvé une valeur, on exécute le code et on sort, on passe à la suite. Par défaut, je dis bien par défaut parce qu'on peut jouer là-dessus, on va tester toutes les combinaisons possibles et donc il peut y avoir plusieurs résultats positif entre guillemets on va dire, donc ça c'est vraiment aussi à savoir. Et ici donc à la place du wildcard on pourrait utiliser regex, ce qui permettrait de mettre directement des expressions régulières ici à la place de mes valeurs. On pourrait aussi utiliser case sensitive, ce qui permettrait d'être sensible à la casse, ce qui n'était pas le cas maintenant comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et on a enfin la possibilité de mettre un "file" pour récupérer les valeurs à comparer directement à partir d'un fichier que l'on va pouvoir appeler. Ce que j'utilise moi personnellement le plus souvent, c'est le wildcard. Donc c'est pour ça que je vous ai mis la démo, hein, vraiment l'exemple sur le wildcard. Mais je pense que la partie regex case sensitive, c'est aussi utile dans certains cas. Voilà, donc c'est à connaître. On a ces différentes possibilités avec le switch pour aller un peu plus loin. Maintenant, je vais revenir sur mon idée tout à l'heure de dire que on va tester toutes les valeurs, mais que l'on peut jouer sur ce comportement-là. Et bien en fait, on va tout simplement mettre un break. Donc là, pour tout mettre sur la même ligne, hein, j'ai mis un point-virgule. Mais le fait de mettre un break signifie que si cette valeur-là match, on exécute ce bout de code. Et comme il y a le break, eh bien on passera directement à la suite du script. D'ailleurs, on va le voir directement en pratique. Hein. Si je lance la sélection, j'ai une seule fois de Notepad qui s'est lancé sur ma machine, alors que tout à l'heure, j'avais 2 fois le Notepad. Donc, ce qui veut bien dire que le break, qui est vraiment important pour le coup, permet de jouer sur le comportement
du bloc d'instruction switch. Et pour finir, je vais vous présenter un exemple un peu plus complet où l'on va définir ici une liste de noms de logiciels, par exemple Firefox 7zip. Et après, le switch, eh bien, il va prendre cette liste de valeurs. Et pour cette liste de valeurs, donc il va prendre chaque valeur, il va regarder dans le switch si j'ai quelque chose qui correspond. Effectivement, pour Firefox, j'ai bien quelque chose ici. Et là, j'ai un bloc de code un peu plus conséquent. On voit qu'on peut faire dans ce bloc de code un petit peu ce que l'on veut. On a du if, else, on a des variables, du write-toast. Voilà, on fait vraiment ce qu'on veut. Donc, tout ça pour vous montrer qu'on peut aller plus loin. Là, j'ai tout simplement mis dans le bloc Firefox, eh bien, les instructions à exécuter pour installer Firefox sur la machine. Dans le même esprit, j'ai fait pareil avec 7zip. Tiens, pour exécuter 7zip, il faut faire telle instruction. Donc là, on a quelque chose de similaire. On aurait pu aller plus loin en faisant une fonction pour optimiser encore un peu plus le bout de code. Mais là, c'était vraiment pour vous montrer que l'on peut développer le code exécuté par un switch quand on va matcher sur une valeur. Et on n'oublie pas à chaque fois de définir la partie default pour avoir un retour dans le cas où tout ce qui est avant n'a pas matché avec la valeur envoyée en entrée. Voilà, donc j'espère que suite à cette démonstration, vous êtes capable de mettre en pratique le switch avec PowerShell. C'est vraiment quelque chose de très pratique et que j'apprécie personnellement, donc je vous encourage à vous exercer. Sur l'article disponible sur itconnect.fr, vous avez tous les exemples que je viens de vous montrer, donc vous pouvez faire des copier-coller des bouts de code pour les adapter et faire vos tests de votre côté, que ce soit avec du Visual Studio Code ou du PowerShell ISE, ça fonctionnera de la même façon avec les différents éditeurs de code. Alors n'hésitez pas à liker et partager au maximum cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao.